Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de renouveler votre fidélité à votre émission Le Jury du Dimanche. iRadio, ITV, Imedia.sn et Besbi le jour. Nous recevons aujourd'hui Adama Lam. Il est le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, premier vice-président du GAIPES, groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, et président fondateur de l'ONG Medic Hub. Bonjour, Monsieur Lam. Bonjour Mahmoudou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir réciproque de venir ici répondre à cette invitation, d'autant plus que vous faites partie au niveau de votre groupe des médias qui font beaucoup d'efforts pour que l'économie soit beaucoup plus visible. Très bien. En tout cas, l'économie sera au centre aujourd'hui de nos échanges. Merci beaucoup. Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur de gestion des entreprises, diplôme d'ingénieur en génie civil de l'ESP, ex-Sud, diplôme de l'École nationale des travaux publics et du bâtiment de Dakar. Vous avez une expérience dans les domaines de l'urbanisme, de la banque finance, de la pêche et de l'aide sociale et sanitaire aux personnes démunies. Le paysage politique Adama Lam est très animé depuis quelque temps, vous l'avez certainement remarqué. Absolument. La tension est même perceptible entre le pouvoir et une partie de l'opposition. La société civile sonne l'alerte sur les risques pour la cohésion sociale. L'approche de l'élection présidentielle prévue dans 12 mois n'est pas étrangère à cette atmosphère. Comment cette situation est perçue du côté de l'entreprise ? Merci beaucoup Mahmoudou de pointer du doigt cette situation-là qui nous sert de prétexte de démarrage à notre entrevue. Je crois qu'il y a 2 jours, j'ai participé moi-même au nom de la CNES et d'une partie du secteur privé au lancement du PAP 3, qui est une initiative de réforme des orientations gouvernementales en termes de politique économique suite aux différents événements que nous avons vécus. Dans le cadre du PSE. Absolument, ouais. Qui est un peu la ligne dorsale prospective de l'action gouvernementale depuis l'arrivée du président Sall. C'est dire que le climat social dont vous parlez et les conséquences sur l'entreprise, elles sont là. Nous constatons de plus en plus, quand nous relançons nos membres pour la plupart, pour attirer l'attention sur la nécessité d'augmenter les capacités d'investissement, d'augmenter les initiatives, la réponse est toujours la même. Oui, on préfère attendre un peu, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et cela nous interpelle depuis quelques mois, et cette semaine qui vient de se passer a été vraiment un peu le paroxysme de cette inquiétude-là, au plan social, au plan de la vie des entreprises, au plan de l'amorce justement de ce que nous voulons faire et accompagner avec le PAP 3. Les entreprises sont inquiètes dans leur majorité, comme les Sénégalais d'ailleurs, même si ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais les actions sociales que je mène à titre personnel montrent que cette inquiétude est réelle. On ne peut plus vraiment faire la politique de l'autruche, mettre le nez dans le sable et ne pas regarder en réalité que le débat politique qui est actuellement dans notre pays pollue fondamentalement l'atmosphère économique. Et de ce point de vue-là aussi, quand il n'y a pas d'économie qui marche, le social est mis en rade. Justement, au-delà de l'inquiétude, comment cela se traduit concrètement au niveau de l'entreprise ? Mais d'abord, le ralentissement des activités, les investissements qui ne suivent pas. D'abord quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'on voit déjà dans les entreprises, pour la plupart, qu'à chaque occasion, de petits groupes se forment. Ils parlent de quoi? Ils parlent de la situation du pays. C'est déjà une perte d'énergie et un manque de productivité qui est là. Et si vous dites, les idées sont partout les mêmes. C'est inquiétant, on a peur, qu'est-ce que ça va donner? Évidemment, les chefs d'entreprise aussi, qui a un personnel, une clientèle, des engagements financiers, tout ça ressent cette inquiétude à tous les niveaux
Vous faites des dossiers bancaires, ça traîne. Les gens veulent y voir plus clair. Dans quel domaine? Qu'est-ce que vous faites? Vous mobilisez votre clientèle, vous ne pouvez plus signer des contrats sur du long terme. Beaucoup d'entreprises ont des stocks flottants de matières premières. Est-ce que ça va arriver avec des surestaries? Est-ce que ça va ne pas arriver pour des raisons X, Y? Les troubles que nous avons vécus en mars aussi restent présents dans la mémoire des gens, avec tout ce qui est à destruction. Vous savez que les entreprises ont été les gros perdants, mis à part les vies humaines qui sont irremplaçables. Ouais. Et cela, chacun mesure à sa propre dimension les conséquences de ce qui est latent, parce qu'il y a une crise latente très profonde. Et c'est cela qui nous interpelle en tant qu'entreprise pour dire que nous sommes aussi des acteurs qui sont intéressés directement par le climat social. Justement, quelles sont les initiatives envisagées par le patronat pour que l'économie et l'entreprise ne soient pas sacrifiées sur l'autel des intérêts politiques? Mais écoutez, d'abord, c'est une première initiative que je viens là. J'ai souligné lors du lancement justement du PAP 3. J'en profite pour faire une sorte de plaidoyer en direction de mes collègues, mais en direction surtout de toutes les bonnes volontés qui peuvent aider à décrisper cette situation-là. Au plan juridique et judiciaire, il y a quelque chose à faire. Au plan politique, il y a quelque chose à faire. Et de mon point de vue, celui qui détient les cartes, c'est M. le Président de la République. C'est ma conception personnelle des choses. C'est lui qui peut, de mon point de vue, donner en tant que chef de l'État les pistes sur lesquelles des gens peuvent s'engager. Et nous avons la chance d'avoir ici des relais, plusieurs relais, qui peuvent jouer cette dimension-là. Au plan juridique et judiciaire, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais en réalité, il ne faut pas... Moi, je n'aime pas tourner autour du pot. Le problème, il est un problème judiciaire, avec ce que nous voyons, et un problème politique. Judiciaire, c'est deux citoyens. Ah oui, vous faites allusion à l'affaire. Absolument, c'est deux citoyens. Ousmane Sonko, oui, il faut la masseuse Adji Sarr. Absolument. Pour attaquer vraiment le problème, c'est ça la base. Et l'autre élément politique, c'est cette histoire de mandat. Donc c'est ces deux contraintes-là qui font que le pays est dans une expectative et qu'il faudrait effectivement crever cet abcès-là. Il faut qu'on se donne le temps de se parler. En tout cas, moi, je demande que la justice, qui a son temps, utilise ce temps justement pour permettre à l'ensemble des acteurs qui ont pouvoir sur des prises de décision de pouvoir dénouer cette situation-là. Il ne peut pas y avoir une justice sans, je veux dire, on ne rend pas une justice s'il n'y a pas d'apaisement. Qu'est-ce que le président de la République peut faire et doit faire, selon vous, puisque vous dites que c'est lui qui dans la séparation des pouvoirs, le président de la République a un levier, de mon point de vue, quand même existant au niveau de la justice. Il a quand même un ministre de la Justice. Il a un parquet qui dépend de M. le Président de la République. Et le parquet est partie prenante dans la résolution des problèmes. Il y a les magistrats du siège qui sont indépendants. Mais au stade actuel où nous en sommes, de mon point de vue, il faudrait quand même qu'on fasse preuve de pragmatisme. Le problème dépasse simplement l'application du droit au sens stricto sensu. Le problème englobe globalement une certaine protection nécessaire de notre justice. Le problème englobe que les Sénégalais voient la démocratie de notre œil. Le problème, c'est que les Sénégalais puissent comprendre que la politique, ce n'est pas ce que nous vivons, c'est-à-dire un antagonisme très profond où la règle devient, et vraiment j'insiste sur ça, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de prisonniers. C'est ça qui est dangereux dans le débat politique. Oui, le levier dont dispose
un président de la République, comme c'est le cas au Sénégal, c'est la grâce, c'est l'amnistie. Est-ce que vous êtes partisan d'une amnistie générale, par exemple? Mais pourquoi pas? Moi, honnêtement, comme je dis, je suis un pragmatique. Le pays est bloqué. Est-ce qu'il faut foncer simplement en disant la loi, c'est la loi, ceux-là ont été condamnés par la loi, je ne fais rien? Je crois qu'il revient, c'est une casquette justement de libre décision de M. le Président de la République, d'apprécier par rapport au contexte global et de dire ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. Et cela, il y a des leviers sur lesquels nous pouvons contribuer. Ce n'est pas simplement le patronat, il y a le clergé, il y a la société civile, il y a d'autres segments de notre société. Oui, on a l'impression qu'on ne vous entend pas assez, en tout cas vous du patronat, du secteur privé. Pourquoi vous ne prendriez pas certaines initiatives? Mais parce que le patronat est éclaté. Et moi, je le dis depuis que je suis arrivé dans ce contexte, il faudrait que l'on trouve les moyens de refaire une unification du patronat. Il y a de la place pour tout le monde, tellement les projets qui sont là sont importants. Je pense aussi que nous ne mesurons pas l'importance du havre de paix que nous avons dans une conjoncture mondiale difficile, dans un environnement sous-régional compliqué. Et on est en train de glisser petit à petit pour ne pas prendre en considération tous ces facteurs-là. On va revenir sur l'unité du patronat, si vous permettez. On peut avoir l'impression, parce qu'on parlait un peu de l'atmosphère globale, on peut avoir l'impression que le Sénégal accorde très peu de temps au travail. N'est-ce pas là un paradoxe, justement, dans un monde de compétition et de compétitivité? Mais c'est une réalité, et cela procède, de mon point de vue, d'un constat. C'est une prédominance du politique sur l'économique. Moi, j'ai l'habitude de dire que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne croient plus à la valeur travail. Les gens passent par des raccourcis pour s'enrichir. Et c'est là où intervient, de mon point de vue, la gouvernance. Tant que ces facilités-là ne seront pas fermées, eh bien, les gens les emprunteront pour pouvoir faire de la richesse, pour pouvoir gagner de l'argent sans travailler. La gouvernance, fondamentalement, c'est ça. C'est permettre à donner au travail sa vraie place dans le développement du pays, sa vraie place comme échelle sociale pour grimper et vivre à la sueur de son front. Je ne pense pas que c'est le cas. Quand on compare les richesses qui sont, je ne sais pas, estimées ou en tout cas supposées dans le monde politique par rapport au monde des affaires, on se pose des questions vraiment et de manière légitime sur l'origine de ces richesses. Les politiques, vous êtes en train de dire, sont plus riches que ceux qui entreprennent, en tout cas, moi, c'est cette impression-là. Secteur privé. Absolument, c'est cette impression-là que nous avons dans le milieu, dans une partie du milieu patronal. Qu'est-ce qui l'explique à votre avis? Mais ce qui explique, c'est justement ce manque de gouvernance-là, parce qu'en fait, de mon point de vue, beaucoup de richesses sont affichées sans que les personnes puissent donner, en tout cas, ou se faire prévaloir d'une quelconque licéité de cette origine-là. Quand quelqu'un, comme on le dit dans les grandes places, n'a pas hérité, n'a pas d'entreprise, n'a pas de cabinet qui a pignon sur rue, mais où est-ce qu'on peut prendre cet argent-là? Tout le monde se pose cette question. Mais nous, ce n'est pas notre débat principal. Notre débat, nous, c'est faire en sorte que l'entreprise puisse se positionner comme le véritable créateur de richesse. Il ne faut pas qu'on perde de vue que la richesse, celle qui profite au pays, provient des entreprises. La richesse qui peut permettre de résoudre l'emploi doit provenir des entreprises fondamentalement. Et cela, je crois que c'est une évidence, puisque le PSE lui-même parle de sa dimension justement du capital humain, de mettre l'entreprise nationale comme cœur du développement. Alors il est temps que cela soit suivi d'effets effectifs
pour que l'on puisse booster notre croissance. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche. Notre invité Adam Alam, il est le président de la CNES, Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Alors, on note une diversité d'offres de la part des organisations patronales. A priori, cette diversité peut être une source de richesse, puisqu'on parlait de richesse tout à l'heure, mais est-ce qu'elle ne traduit pas un manque de solidarité au sein du patronat sénégalais? On se parle quand même, il faut l'admettre. Ah oui, mais vous parlez. Oui, mais ce n'est pas suffisant. La CNES et le CNP absolument, se parlent. Absolument. Il n'y a pas une vieille rivalité qui est toujours là je ne peux pas et qui dire vous empêche oui, mais on travaille de toujours vous entendre sur, voilà, comme il le on travaille faut. Toujours sur la même base. Oui. Donc, base, quelle base? Mais la base des entreprises. De la confiance ou de la méfiance? Non. Je ne pense plus que, bien avant mon arrivée, je crois que les gens avaient réussi quand même à faire quand même une sorte de CDPS, c'est-à-dire une sorte de conseil patronal unique qui parlait. Ça s'est effrité pour des raisons que j'ignore, mais la réalité, c'est que c'est une des solutions pour qu'on puisse sortir de ce que nous voyons actuellement. Parce que ce n'est pas viable. Tout à l'heure, je disais que vous voyez des pays qui sont dans la même zone économique que nous, la Côte d'Ivoire, le Mali, mais ils ont un seul patron, un seul patronat. Donc, il faut qu'on en arrive à régler ce problème-là. Pourquoi on n'y arrive pas? On en parle depuis des années. Mais on n'y arrive pas. Au contraire, ce qu'on constate, il y a d'autres initiatives qui se créent toujours au sein du secteur privé, au sein du patronat. Pourquoi on n'y arrive pas? Mais c'est ça qui est paradoxal. Ouais. C'est-à-dire que nous constatons tous que l'atomicité ne peut pas donner des résultats depuis des années. La preuve, c'est que vous voyez de petites unités étrangères, qu'elles soient turques, chinoises, autres, qui viennent et qui nous écrasent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une capacité de résistance financière, technique, et pour être même maître chez nous. Et cela c'est fait en partie dans la culture entrepreneuriale du Sénégal. Nous avons beaucoup de petites PME, chacun est PDG de sa petite entreprise, qui ne peut pas avoir une croissance régulière au point de se développer, qui n'a pas de possibilité de diversification énorme. Et c'est ça le rôle du patronat. Si les patronats sont complètement éclatés, vous verrez naître, comme c'est le cas, sur nos flancs, de petites organisations qui viennent se greffer et on finira par être comme les partis politiques, c'est-à-dire un nombre qui est absolument ingérable. À ce rythme, partis politiques, syndicats... Absolument. D'ailleurs, oui, d'accord. Oui. Est-ce que chacun ne doit pas dire de manière franche, je renonce à ça pour faciliter cette unité patronale, puisque ça existe ailleurs et vous avez cité des pays qui nous sont proches. Absolument. Moi, je pense que celui qui doit initier cela, c'est l'État. C'est mon point de vue. Nous sommes un secteur privé, mais l'État doit accompagner cette réunification-là. Parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est une panoplie d'intérêts personnels ou de groupuscules d'intérêts qui empêche cette unification-là. Je rappelle simplement en ce qui concerne la CNES que nous avons aussi une ADN qui repose sur le patriotisme économique et la préférence nationale. Cela veut dire aussi que nous privilégions nos compatriotes dans nos accompagnements pour que l'économie réelle de notre pays revienne en priorité aux entreprises nationales, détenues en majorité par des Sénégalais. Évidemment, ce débat est un vaste débat. L'État vous dira, les Sénégalais n'ont pas suffisamment de moyens, et moi je suis obligé. Je pense que ce n'est pas la bonne excuse. Tant qu'on continuera à avoir cette mainmise du capital étranger, de l'expertise étrangère dans le cœur de notre économie, vous ne pouvez pas avoir des entreprises sénégalaises fortes, capables de faire face à cette puissance-là. D'autant plus que toutes ces entreprises-là, pour une bonne partie, ils viennent avec leur État derrière, qui pousse, qui donne les moyens, ce que nous n'avons pas chez nous. Oui.
C'est pour ça que vous dites que c'est l'État qui devrait aider à unir un peu ce patronat sénégalais. Justement, il y a quand même quelques années, on s'en souvient, il y avait une rencontre au moins une fois par an, une rencontre traditionnelle d'ailleurs, entre le président de la République et le patronat. Et est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé aujourd'hui, parce qu'on a constaté que ça ne se fait plus. Est-ce que vous l'envisagez? Est-ce qu'il y a quelque chose? Les lignes ont bougé dans le bon sens. Si je me réfère aux dernières informations que j'ai eues, moi je ferai au mois de mars 2 ans. De mémoire, la dernière rencontre des centrales patronales avec M. le Président de la République date de 2016. On est à 2022. Je trouve ça long. 6 ans, on est même 2023, presque 7 ans. Voilà, et la même dynamique, on ne la ressent pas non plus du côté du ministère de l'économie. Pendant des années, il n'y a pas eu de rencontre formelle autour de l'économie. Il n'y a pas de rencontre formelle autour du ministère du développement industriel, qui devrait être le pivot justement de cette restructuration. Il n'y a pas eu de rencontre formelle avec le ministère de l'économie et des finances pendant des années. Donc nous voyons que l'État déroule son programme et quelques sociétés essaient de s'accrocher au déroulement de ce programme-là. Mais ça ne donnera jamais les résultats que nous escomptons en termes d'émergence. Ça ne donnera jamais des résultats que nous escomptons en termes de ruissellement économique, parce que l'essentiel de la puissance de l'État, qui est le plus gros client dans nos pays, si ces travaux-là, comme je le dis souvent, plus la commande publique au sens global du terme, va à l'étranger, mais où est-ce que vous voulez que les Sénégalais puissent accumuler du capital pour pouvoir réinjecter ce surplus dans l'économie? C'est pas possible. On le fait, mais le rythme est très lent. Le rythme ne peut pas permettre d'asseoir un développement économique important et visible en termes d'offres, je veux dire, des nationaux. Ce pays, tout le monde le dit, ne se développera pas avec les étrangers. Ça, on le comprend. Ça fait 60 ans qu'on fait les mêmes choses. Il est temps de changer de fusil d'épaule. Et c'est ça là que nous prenons. Est-ce que le président de la République a été saisi dans le sens de lui demander une rencontre régulière avec le secteur privé, avec le patronat, pour être de manière, je veux dire, informelle? C'est dans les rencontres globalement. Mais en tout cas, moi, ça fait 2 ans que je suis là. Je n'ai pas rencontré à titre privé. Vous avez cherché? Ah oui, j'ai écrit 2 fois. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, si à mon niveau, cette situation se passe, je me demande qu'est-ce que ça sera. Quelle explication on vous a donné, vous, patronat, depuis 7 ans, que je n'en ai pas reçu. Contact direct Fondamentalement, je n'en ai pas reçu. Aucune explication. Honnêtement, je n'ai pas d'explication. Et c'est vrai aussi que le problème était beaucoup plus difficile quand il n'y avait pas de primature. Parce qu'en fait, avec un gouvernement qui fonctionne, eh bien, l'accès à M. le Président de la République ne devait qu'une simple formalité protocolaire pour recevoir une petite pommade, peut-être faire passer quelques doléances globales, etc. Mais quand on a passé toute cette période-là sans primature, eh bien, on était des désœuvrés. On ne savait pas à qui s'adresser. Chaque département faisait comme il l'entendait. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre. Absolument. Maintenant, il y a un Premier ministre. On a écrit, il a réagi favorablement pour dire je vais rencontrer le patronat et on est en train justement de faire une revue globale des problématiques qui sont au niveau de nos fédérations et je pense qu'en tout cas moi je saisirai mes autres collègues pour que la démarche soit une démarche globale et non patronale exclusive, je veux dire. iRadio, ITV, imedia.sn, Besbi le jour, cela fait le jury du dimanche et notre invité est Adam Alam, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Le contenu local, parlons-en. Est-ce que le contenu local parle plus aujourd'hui aux entreprises sénégalaises que par le passé? Écoutez, les dernières informations que j'ai eues quand je faisais justement une sortie dans la presse, c'était qu'il y avait à peu près une 50aine d'entreprises qui sont
inscrite au niveau du contenu local. Pour moi, c'est très insuffisant. Dans le contenu local, pétrole-gaz. Je souhaiterais que l'on dépasse le contenu local, pétrole-gaz, pour faire un contenu local global. C'est cela qui est cohérent. C'est-à-dire que quand je réclame le fait d'être maître chez nous, c'est que dans tous les domaines, que ça soit imposé un contenu local, pas simplement sénégalais, mais communautaire, parce qu'aussi on appartient à des communautés économiques. Cela, ce n'est pas le cas. Des pays extra-zones viennent prendre dans notre pays des marchés, des positions qui nous reviennent de droit. Donc c'est cela qu'il faut réformer. Je crois que l'État l'a compris en mettant l'ARCOM, qui est un peu le pendant de la RTP, pour que l'on puisse voir comment régler tous ces problèmes-là. C'est cela que nous souhaitons. Je pense que l'autorité de régulation des marchés publics. De la commande publique, absolument. Donc cela est une nécessité. Mais cela aussi, si on reste dans la dimension entrepreneuriale telle que nous la vivons, c'est-à-dire l'autre jour j'ai assisté à une rencontre avec notre banque centrale, mais sur les entreprises qui sont régulièrement identifiées à base de bilan, mais c'est 8200 entreprises. 8200. Pourtant, le fisc a un objectif de 30 000 sur à peu près 480 000 entreprises. Mais ça fait froid au dos. Ça veut dire que nous sommes une petite partie à supporter l'effort fiscal le plus important. Nous sommes une petite partie à pouvoir collecter des données sur lesquelles nous faisons des projections financières de taux de croissance, de développement, d'indices ça fait froid au dos. Donc il est temps vraiment qu'on profite de ce PAP 3 pour poser tous ces problèmes-là en profondeur. Qu'est-ce que vous demandez concrètement sur la politique fiscale, par exemple? Mais la politique fiscale, c'est d'abord, quand vous regardez un peu, il faut regarder dans les recettes fiscales le taux que ça représente par rapport au PIB. C'est-à-dire que le Sénégal vit principalement d'impôts au cordon et de recettes fiscales sur la base d'un petit noyau d'entreprises. C'est cela qu'il faut réformer. Réformer cela, ils l'ont compris en lançant un peu le plan IATAL. IATAL, absolument. Etc. C'est-à-dire augmenter l'assiette fiscale. Mais augmenter l'assiette fiscale, c'est aussi encourager par différents leviers fiscaux les petites entreprises à accepter de se formaliser. Ce que nous constatons de plus en plus, c'est que même de petites PME et PMI qui avaient franchi le pas de la formalisation ont de plus en plus tendance à vouloir sortir du réseau. Ah oui? Ah oui, mais parce que c'est les contrôles qui sont intempestifs, qu'il s'agisse de la douane, des impôts, du contrôle économique. Vous avez vu, beaucoup nous disent, mais maintenant, on voit même des industriels qui sont à peu près contrôlés 2-3 fois. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais je ne comprends plus. On me contrôle au plan du commerce par la direction du commerce et on me contrôle au plan du commerce par le service régional du commerce. Donc vous voyez juste ce que ça fait. Pourquoi tout ça? Parce que c'est peut-être l'un des aspects que nous abordons, c'est pour chercher à faire une régularité, une harmonisation en tout cas de l'alimentation de nos populations. Je crois que ça, peut-être, c'est un élément. Mais ce qui m'étonne à Adamalam, c'est que c'est-à-dire ces concepts ou notions, c'est selon, assiette fiscale, pression fiscale, mais ça, on l'entend depuis plus de 30 ans pratiquement. Oui, mais ça revient tout le temps. Mais ça revient tout le temps parce qu'en fait, vous savez, il faut vous remonter aussi à l'origine de nos économies. C'est vrai que la base de la collecte d'impôts, notre État vit d'impôts au cordon, sous forme de TVA et de droits de douane, ou en tout cas d'entreprises formelles qui sont là. Parce que beaucoup de Sénégalais, vous le constatez, vous allez acheter quelque chose, on ne vous facture pas la TVA.
Pourtant, c'est cela la richesse d'un pays. C'est-à-dire que la TVA est une taxe, mais qui est en réalité un impôt qui est le plus égalitaire possible, parce que ça frappe tout le monde. Donc, c'est tous ces éléments qui font que tant qu'on ne se formalisera pas et qu'on n'accompagne pas cette formalisation des entreprises, eh bien, l'État se retrouvera simplement avec un petit nombre d'entreprises qui ne pourront pas supporter parce que la pression fiscale. Quand vous voyez l'évolution du budget de l'État, c'est là où vous vous rendez compte de l'évolution de la pression fiscale par rapport aux entreprises. Plus le budget de l'État augmente, plus ça veut dire que... Il prend où l'argent? Oui, ça veut dire que la pression fiscale est forte. D'autant plus... Et c'est toujours les mêmes, quoi. Absolument, c'est toujours les mêmes, d'autant plus que, je vous signale que les particuliers, les employés qui avaient une part justement importante de pression fiscale ont vu pratiquement une baisse très significative pour les accompagner. Absolument. Donc ça veut dire sur les revenus. Absolument, ça veut dire que quelque part, il faut qu'on le prenne. Milliards à peu absolument. Près. Et où est-ce qu'ils le prennent? Ils le prennent dans des niches comme les droits d'accise au niveau des sociétés, c'est-à-dire tout ce qui est impôt sur des produits qui sont supposés ne pas être de première importance pour un pays, comme le plastique, comme les voitures de luxe, comme les alcools, comme le tabac. Mais tout ça donne un peu une augmentation de pression fiscale. L'un additionné sur l'autre fait que l'entreprise est asphyxiée. Et c'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de secteurs. Les gens nous disent que nous n'en pouvons plus. L'entreprise sénégalaise est asphyxiée. Absolument. Ça, c'est une réalité. Franchement, et ce que nous disons, c'est qu'on essaie de voir. Il est heureux. En tout cas, moi, cette semaine, j'ai reçu une invitation justement par le ministère de la Justice sur les entreprises en difficulté. Ça veut dire que le mal est profond, parce que quand ça arrive au niveau de la justice, avec les redressements, avec toute la panoplie d'accompagnement des entreprises en difficulté, ça veut dire que le pouvoir commence à sentir la nécessité d'aller au fond des choses pour voir comment on peut corriger ces dysfonctionnements-là. Entreprise sénégalaise, élargissons l'assiette pour parler de l'économie de manière générale. Une économie sénégalaise marquée en termes de projection par un taux de croissance annoncé pour 2023 entre 8% si c'est le FMI qui parle, qui corrige un peu la projection de l'État, qui parle de 10%. Effectivement. Comment la croissance, 8 ou 10 en termes de projection en tout cas, ou en termes réels, puisqu'il y a quand même une année économique 2022 qui vient de s'achever, comment cette croissance est ressentie par le secteur privé national? Mais vous savez, la croissance telle qu'elle est mesurée, pour être simpliste, c'est un peu la somme des valeurs ajoutées. Pour vous dire qu'on passe d'un état X à un état Y, plus d'autres facteurs économiques qu'on ajoute. Une croissance 8, 9%, je crois, pour la Banque mondiale, 10% pour le Sénégal, espérons-le. Mais je pense que ça va être un peu difficile, surtout là où on a commencé, si on ne règle pas cette situation sociale. Si on ne lève pas cette épée de Damoclès qui plane sur le dos des entreprises en termes de tranquillité fiscale, en termes de tranquillité simplement d'innovation, en termes simplement de tranquillité de commerce, je pense que, et c'est tout l'intérêt, que les gens comprennent que chaque fois que nous avons des difficultés à caractère social à un certain niveau, c'est des pertes de points de croissance extrêmement importantes qu'on ne rattrapera jamais. Donc il faut que l'État comprenne cette dynamique-là, et le volet économique doit reprendre le pas justement sur beaucoup de considérations pour que l'on se dise que les 10% que nous essayons de viser pour l'année supposent effectivement un substrat de quiétude sociale, d'accompagnement des entreprises,
de pas perdre du temps sur ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que maintenant, le fait divers devient pratiquement l'activité quotidienne des gens. Le débat politique a pris le pas sur tout. On a l'impression que l'économie, c'est vraiment le parent pauvre des trucs. Ça ne peut pas aller. Et il est heureux de constater qu'avec ce pape, peut-être, ça nous donnera l'occasion, en tout cas au niveau du secteur privé, de recentrer ces priorités-là. Mais de grâce, ne sacrifions pas ces éléments de base qui peuvent nous permettre d'atteindre ces croissances à 2 chiffres. Voilà. Alors, parlons de la souveraineté alimentaire avec le sommet Dakar 2 qui s'est tenu au Sénégal. L'Afrique nourrit l'Afrique, c'est un programme de la Banque africaine de développement. Quelle réflexion vous inspire cette ambition? Mais vous savez, les politiques, elles sont là pour nous amener à nous élever au plan du rêve. C'est cela qu'on leur demande, c'est ça leur job fondamental, faire des projections et essayer de rendre réalistes ces projections. L'Afrique qui nourrit l'Afrique, mais c'est tellement d'une évidence qu'on se demande mais pourquoi on attend autant d'années pour le dire et pour le faire. Nous avons, je donne un exemple précis, nous avons du besoin de blé et pourtant nous savons qu'un pays comme le Soudan a des zones très favorables au blé. Pourquoi ne pas faire une conjonction de nos moyens au lieu de dépendre de l'Ukraine, de la Russie, des trucs, pour trouver en Afrique les zones où la culture du blé est une culture favorable et que l'OUA et que tous les États mettent les moyens pour que ce grenier-là puisse nourrir l'Afrique indépendamment de tous ces trucs-là. Moi, je demande à voir. Ça dit que maintenant, moi, on ne me vend plus de discours. Ce que je souhaite, c'est vraiment être conforme à ma formation d'ingénieur. Moi, j'aime du concret. Si on veut aller à la souveraineté alimentaire, eh bien, commençons dans notre pays. Prenons 20, 30, 40 personnes, je ne sais pas quoi, en disant, messieurs, je veux que vous fassiez du riz. Je donne un exemple. Que chacun mette 50 millions, 40 personnes, ça fait 2 milliards. Eh bien, on vous met 200 hectares de terre, vous nous faites du Sur le riz, depuis 2017, voilà, on devait atteindre l'autosuffisance, mais ce n'est toujours pas le cas. Mais depuis combien d'années on nous vend ça? Depuis Wade, depuis la Guyana, depuis ce truc. C'est vrai, des efforts significatifs ont été faits. Mais sur le riz, par exemple, si mes souvenirs sont bons, nous sommes quand même à un déficit de 900 000 tonnes, de près de 900 000 tonnes. Il faut arrêter de faire simplement des plans. Il faut qu'on applique ce que l'on essaie de faire avec le secteur privé. L'autosuffisance alimentaire, je crois que les gens veulent même aller au-delà pour parler de souveraineté alimentaire. Oui, absolument. C'est l'objet du sommet. Donc donnons-nous les moyens. Et l'argent est là. Hein. L'argent est là. Mais vous pensez que ceux qui ont du blé, qui nous le vendent, du maïs qui nous le vendent, objectivement, vous pensez que ces gens viendront investir chez nous pour nous dire non, nos paysans vont plus vous vendre du blé, non, nos paysans vont plus... Mais ils ne le feront pas. C'est cela que l'Afrique doit comprendre, que le partage des richesses de l'Afrique, eh bien, c'est un des objectifs des assises de Bretton Woods. Voilà. La dépendance alimentaire de l'Afrique par rapport aux autres pays industrialisés et d'une manière générale de l'Occident, cela aussi est un objectif de développement. C'est à nous de comprendre où se trouve notre intérêt dans cette souveraineté. C'est à nous d'agir parce qu'ils n'aideront pas l'Afrique à atteindre cette souveraineté parce que ce serait aussi une perte aussi de débouchés, de marché. Mais ils ne le feront pas. Très bien, on a compris. Et j'insiste aussi pour oui, allez-y. Oui, allez-y, terminez votre phrase. Oui, pour dire que la semaine passée, j'ai reçu un article d'un ami que vous connaissez, Pape Demba, justement, qui m'a envoyé un article sur ce qu'on appelle les actifs échoués. C'est quoi en réalité? Vous prenez le cas du Sénégal par rapport au pétrole, au gaz. C'est-à-dire que
il faut bien réfléchir en termes de prospective, ne pas prendre énormément d'argent, le mettre dans des secteurs sans nous assurer de débouchés. Ça donnera quoi? Si demain, comme il l'avait annoncé au début des découvertes de pétrole, que nous, le fossile, on n'en veut plus. L'Ukraine leur a démontré qu'il faut du fossile. Mais si demain, la situation se rétablit et que ces gens reviennent, qu'est-ce que nous allons faire de ces actifs-là qu'on a investis à coups de milliards? On va vendre notre pétrole où? On va vendre notre gaz où? Donc, il faudrait que nous, que le dimensionnement de nos économies s'adresse d'abord à nos consommations propres. Avant de penser consommation locale comme au niveau sous-régional, global. Voilà, c'est ça que l'Afrique et le Sénégal en particulier doivent se recentrer pour dire, quel que soit Alpha, je tirerai mon épingle du jeu. Très bien. À ce sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire, il a été fait part d'inquiétudes concernant la problématique exploitation familiale, c'est-à-dire les petits producteurs et l'agrobusiness par rapport à l'enjeu de l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à l'enjeu foncier. Est-ce que ça également, cela vous interpelle? Vous comprenez cette inquiétude? Absolument, ça nous interpelle. C'est-à-dire que les deux ne sont pas forcément contradictoires. Mais il faudrait que les exploitations familiales puissent se faire avec une dimension qui peut nourrir la famille pendant une année. On le voit dans tous les pays qui font des exploitations individuelles avec des quantités importantes. Ces gens-là vivent correctement. Mais il faudrait aussi que l'État ait le courage de revoir cette politique foncière. Des terres arables de quantité importante sont, monopolisées par des gens qui n'en font rien. C'est la réalité, on le voit. Il faut que qu'on perce ce plafond de verre pour que ceux qui ont les moyens de travailler la terre puissent s'associer. Ne pas les exclure, mais s'associer avec. Parce que vous voyez bien, il y a une certaine quand même sensibilité. Absolument. À chaque fois qu'on parle d'hectares octroyés à X ou Y, vous voyez ce que cela crée comme soulèvement, comme débat. Mais ce qui se passe, c'est que c'est paradoxal. Quand c'est des nationaux, pratiquement, ils n'en ont pas en quantité où tout le monde se lève. C'est une levée de bouclier. Et pourtant, quand c'est des étrangers, eh bien, à coup de choses que je ne peux pas imaginer, on essaie de faire accepter que c'est que les... Non, il faut que les Sénégalais ne peuvent pas travailler d'argent. C'est la réalité. La corruption. Absolument, absolument. Mais moi, j'ai été au niveau du fleuve pour faire de la prospection avec nos entreprises pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de l'aquaculture. Mais c'est là où vous mettez le doigt dans un circuit de difficultés d'octroi des terres. Mais si l'État n'y met pas la main, on n'en sortira pas. Au niveau des communautés rurales, les demandes sont carrément affichées. Vous ne donnez pas ça, vous n'aurez pas. C'est une réalité. Donc il faudrait quand même que l'on essaie, entre Sénégalais, d'aller au fond des choses et de ne pas rester simplement sur le caractère, politicienne ou mobilisation de l'électorat où on va faire des élections, on ne peut pas toucher. Ça ne peut plus fonctionner. Et il faut oser les réformes. Absolument, il faut oser les réformes. Il faut parler aux Sénégalais. Vous savez, le Sénégalais, si vous lui expliquez de manière, avec une rigueur, avec une transparence, avec une sorte d'équité, eh bien, les gens, ils comprendront. Il faudrait aussi qu'on arrête de brader les ressources. Et je terminerai sur ça, parce que j'ai reçu avant-hier une copie de dossiers de demande de licence de pêche, etc. Mais c'est extraordinaire. Je me demande comment, dans une situation dans laquelle on peut encore essayer d'étudier des licences de pêche. C'est pas possible. D'octroyer des licences de pêche. Mais c'est même pas impensable. C'est-à-dire que c'est impensable. Les licences de pêche chinoises, vous faites mais oui, à cela. Parce que j'allais aborder de toute façon, on va y aller. Je vais quand même rappeler qu'il s'agit du jury du dimanche qui reçoit Adama Lam de la CNES. J'étais en train de parler justement je m'apprêtais à parler de la pêche. Ça fait partie aussi de la dimension
souveraineté alimentaire. Vu du GAIPES dont vous êtes le premier vice-président, le GAIPES c'est le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal, dont le président est Sayer Seck, c'est toujours lui ou... Oui. Il est toujours président, mais j'avoue que les gens le forcent à rester. Voilà. En tout cas, vous êtes le premier vice-président. Absolument. Et que moi-même, de par les fonctions que j'occupe au niveau de la CNES, j'avais un peu levé le pied sur la pêche pour éviter quand même que ces activités-là polluent un peu tout ce qu'on revendique au plan. Voilà. Comment va le secteur de la pêche? Mal, très mal. Très mal. Et d'abord, toutes les ressources sont surexploitées. Surexploitées. Les seuls qui restaient, c'était le merlu, mais le merlu, c'est une ressource profonde, avec un stock très faible, 3000 tonnes. Et c'est sur cette ressource-là que toutes ces dernières années, les autorités se sont appuyées pour donner des licences de pêche. Et qu'est-ce qui se fait? À qui Mais principalement à des sociétés, apparemment qui appartiennent à des Sénégalais. Mais nous savons tous que quand on voit des demandes de 10 bateaux pour dire que c'est un Sénégalais qui aura 51% de ces bateaux, alors que le bateau coûte minimum 500 millions à 1 milliard, je ne vois pas dans la pêche un Sénégalais qui peut mettre sur la table 500 millions. C'est des prête-noms, c'est Sénégalais. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Les gens disent que c'est non, mais c'est la réalité. Mais cela, ce n'est pas nous, GAIPES, de nous occuper de ça. C'est les autorités qui doivent regarder en profondeur l'intérêt. Parce que ce que l'on pêche, ce n'est plus des ressources profondes, c'est du chinchard. La loi fait obligation à ce que les gens qui exploitent une licence, c'est-à-dire que leur identité soit également, leur vraie identité soit connue. Oui, mais les gens se cachent derrière un peu les subtilités et les faiblesses des lois. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est à l'autorité de faire que les ressources qui appartiennent à tout un peuple puissent être exploitées au bénéfice du peuple. Les ressources nationales appartiennent au peuple sénégalais. Article 25 de la Constitution du Sénégal. Nous avons une particularité ici. C'est le fait d'avoir une pêche artisanale extrêmement dynamique. Je rappelle simplement que la pêche industrielle fait des mises à terre entre 10 et 15% au maximum. Et les 15%, c'est parce qu'on a introduit des Chinois qui prennent ce que nos pêcheurs artisans prenaient. Quand vous regardez l'analyse des débarquements, nous avons envoyé des missions à Abidjan pour regarder, c'est le marché principal du chinchard, de la sardinelle et autres. Nous voyons que la ressource profonde sur laquelle les gens s'appuient pour donner des licences, mais elle fait 3000 tonnes. Ça, c'est la pêche de 2 bateaux ou 3 bateaux. Tout le reste, c'est au détriment de la pêche artisanale. Regardez même, allez vous-même, journalistes, faire des recoupements sur les arraisonnements par rapport de ces bateaux. C'est inouï, c'est-à-dire qu'ils ne respectent rien du tout. Donc c'est cela que nous dénonçons. Il faut, si on veut éviter les Barça, les Barsac, ça aussi c'est les commandants des navires qui sont les principaux acteurs qui connaissent la mer au point de pouvoir placer du monde dans un bateau et l'amener en Espagne. Ce n'est que ça. Tant que ces commandants ne retrouveront pas de quoi vivre dans le pays, eh bien, tant que le pêcheur artisan ne se retrouve pas, tant que le marailleur ne se retrouve pas, tant que la femme transformatrice ne se retrouvera pas, eh bien, cette autosuffisance alimentaire, cette souveraineté alimentaire, la base, c'est le poisson au Sénégal. La menace que constituerait pour la pêche l'exploitation des ressources du pétrole et du gaz est-elle une vue de l'esprit ou c'est vraiment une vraie préoccupation? Il y a des zones. Il y a des zones. Nous avons travaillé avec quelques sociétés pétrolières pour qu'ils nous donnent les points GPS, la délimitation des zones qui sont supposées être des zones à ne pas fréquenter. Et nous avons ces éléments-là. Une économie, c'est des segments qui s'additionnent. On ne peut pas venir dans un pays comme le Sénégal et ne pas tenir compte des réalités que cela offre au plan économique
pour dire que nous faisons l'option pétrole à tout va. On peut trouver un juste milieu. Il y a des zones de pêche qui seront impactées. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas du le côté dire. de Saint-Louis, par exemple, Absolument. où on a quand Absolument. même une concentration Mais je le signale, tout ça est signalé. Les gens travaillent pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Il faudra aussi que l'on retrouve dans justement la répartition de ces ressources pétrolières, le moyen de redéployer certaines parties de ces zones qui sont plus accessibles pour que les pêcheurs puissent aussi avoir une autre activité autre que celle de pêche. Parce que je crois que l'option pétrole, c'est une manne qui nous tombe du ciel. Il est inconcevable de ne pas l'exploiter dans de bonnes conditions. Mais restons quand même vigilants quant à l'écosystème à préserver pour la diversité d'une manière générale. Dernier sujet qu'on va aborder, il est relatif à la santé, parce que vous êtes à la tête d'une ONG qui s'appelle Medic Hub, aide sociale et sanitaire aux personnes diminuées. Et justement, la rentrée judiciaire de cette année a pour thème ou a eu pour thème la protection des usagers dans le système de santé publique. Est-ce que voilà, vous vous retrouvez dans ce thème par rapport à votre activité relative à la santé, à l'aide sociale? Okay. Écoutez, moi, quand j'ai arrêté de travailler en 2018, c'était ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de prendre une partie de mes excédents de revenus, notamment celles qui proviennent des placements, et de ne, comme je ne peux pas les utiliser pour des raisons d'éthique religieuse, de les orienter vers des actions humanitaires. Et ce que j'avais choisi, c'est avec des amis médecins, qui sont là, de faire une association. Nous avons pu avoir l'agrément pour être une ONG, mais ce que je constate, c'est que les Sénégalais ne donnent pas. Les Sénégalais ne sont pas généreux vis-à-vis des autres Sénégalais. Maboudou, quand vous allez dans les hôpitaux, pour une raison X, soit pour vous soigner, parce que vous avez une spécialité pointue dans ce domaine-là, vous voyez le niveau de manque de moyens de nos compatriotes. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur ce manque de solidarité et de partage du peu que nous avons avec tous nos compatriotes. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que les Sénégalais reprennent ce qui était la base de nos sociétés, c'est-à-dire cette solidarité qu'on retrouvait dans les villages, qu'on retrouvait un peu partout au Sénégal. Mais tout ça s'est perdu. Vous demandez aux gens qui ont de faire des dons de 50 000, 100 000 ou trucs, c'est comme si vous leur demandez la fin du monde. Nous avons reçu à la CNES il y a quelque temps la direction de l'assainissement qui nous parlait d'un problème qui est aussi important, c'est le déficit de latrines dans nos villages. Oui, les latrines. Moi j'ai des parents dans les villages. Vous voyez des grandes personnes qui ont un problème de dignité pour sortir le jour et aller justement se soulager. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de latrines. Alors, nous allons, avec la direction de l'assainissement, nous sommes engagés à lancer un patron, une latrine. Je crois que la latrine coûte 300 000 francs. Il faut que, et je profite vraiment de cette fenêtre que vous ouvrez pour dire aux Sénégalais, l'argent que vous, en tout cas, que vous donnez à ce que nous faisons, soyez sûrs que ça arrivera au destinataire. Nous n'avons pas besoin personnellement de cet argent-là. Nous ne sommes que des fédérateurs de tous ces moyens pour qu'on soit unis et qu'on puisse aider nos compatriotes. C'est vraiment humiliant de voir que tout ce qui est caritatif dans le pays, c'est fait par des étrangers. C'est-à-dire que nous, on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. Nous avons quand même, pour certains, tant soit peu de moyens pour aider. 17 millions de Sénégalais, si chacun donne 10 francs, ça fait 1,7 milliard. Si chacun donne 100 francs, ça fait 17 milliards. Nous pouvons quand même, franchement, prendre une partie
de nos ressources Oui. et aider ceux qui prennent l'initiative. Nous le faisons gracieusement. Très bien. Voilà. Je rappelais tout à l'heure le thème de la rentrée judiciaire, la protection des usagers dans le système de santé publique. Si on le met en corrélation avec aussi cette pandémie à Covid-19 que nous avons vécue, avez-vous le sentiment, mais vraiment en 30 secondes, que les bons enseignements ont été tirés par notre pays de cette pandémie que nous avons vécue et peut-être qui n'est pas terminée, qui sait? Mais on n'a pas tiré les enseignements. La preuve, c'est qu'on... Qu'est-ce qui a été fait pour... Je ne veux pas revenir en arrière dans le domaine de l'alimentaire pour qu'on soit pendant 3 ans autonome au moins sur une partie. On n'a plus de mil, on n'a plus de maïs, on n'a pas d'hôpitaux nouveaux de santé pour nous soigner. On ne sait pas créer beaucoup d'accompagnement ou de produits médicaux. Donc on n'a pas tiré les enseignements de cette politique-là. Et puis il y a ce rapport de la Cour des comptes aussi sur la gestion du fonds post-Covid. Qui montre que il faut quand même remettre au niveau du village cette affaire de gouvernance. Donc au niveau de la santé, si vous regardez bien, l'architecture, elle est un peu incomplète. Vous travaillez, vous avez une UPM. Vous êtes cadre, vous avez peut-être une assurance santé. Vous êtes retraité, vous avez l'IPRES. Vous êtes travailleur, vous avez la caisse de sécurité sociale. Mais tout le reste, ils ont quoi? C'est là où c'est important justement de rebâtir un système médical global. L'idée de couverture universelle est une excellente chose, mais trouvons les moyens de l'étendre à tout le monde. Merci, c'est un conseil très sage, n'est-ce pas? Merci. Pour finir cette émission, Adam Alam, je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, jury du dimanche, iRadio ITV, imedia.sn et Besbi le jour. À la présentation, Mamouri Brakan, réalisation Babacar Ndiaye et Augustin Mandan. Pour imedia.sn, au texte Djeba, à la photo Abdoulaye Silla, réseaux sociaux Fatima Taba et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.